Et du coup, je veux dire, nos MVP se sont pas tout à fait traduits en minimum viable product, mais plutôt sur des maximum vital product. Il faut laisser personne au bord du chemin, si tu veux, dans cette transformation-là. C'est justement à partir du moment où tu dis, ben toi, tu vas travailler là-dessus et comme ça, et tu vas être très visible parce que tu es sur la transfo, et toi non, et tu vas continuer à gérer la merde du legacy et surtout que ça tourne. C'est sûr que si tu fais ça, c'est très compliqué. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Et bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter Patrick Valentin, ancien CIO du groupe Sodexo qui a bien voulu prendre le temps de nous partager son expérience. Patrick, merci à toi et écoute, si tu peux prendre une minute pour te présenter, ce serait top. Merci Bertrand et ravi de rejoindre ce podcast et de répondre à tes questions. Donc j'ai effectivement une vingtaine d'années de carrière au sein du groupe Sodexo où j'ai occupé en fait différents postes opérationnels comme DG de filiale, directeur des opérations, que ce soit en France ou à l'étranger, des postes régionaux et aussi des postes fonctionnels dans des rôles globaux et notamment en charge de l'IT, tu l'as mentionné, des opérations de paiement et des services clients. Et j'ai occupé ces rôles-là dans deux activités du groupe, les activités des titres de service et l'activité des services à la personne. Et tout au long de mon parcours, en fait, j'ai notamment dirigé des transformations successives dans ces activités, à la fois comme DSI ou comme sponsor du COMEX. Et en particulier, en termes de transformation, j'ai pu aborder des sujets comme le passage au marketing digital, l'évolution de nos produits vers les cartes de paiement et plus récemment, on va dire, la mise en place de solutions digitales globales, un peu plus orientées consommateurs. Ok. Voilà, et depuis quelques mois, j'accompagne des startups comme mentor, des scale-up et toute organisation dans sa transformation ou sa recherche de diversification. Donc voilà. Ok, très clair. Bon, du coup, rentrons un peu plus spécifiquement dans le sujet. Quelle est la nature de la transformation digitale avec qui tu as pu collaborer chez Sodexo? Comment elle a commencé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, cette transformation digitale a démarré plutôt en 2016, où en fait, moi, j'ai identifié au sein de la DSI un besoin qui était le besoin de réinventer la DSI pour mieux accompagner l'évolution vers le digital. À cette époque, on parlait moins de transformation que d'évolution. Mais en fait, avec mes équipes, on a créé un programme qu'on a appelé Upside, qui est un résumé de Upgrade and Shape IT for Digital Evolution. Donc, on était vraiment sur l'évolution. Et en fait, ce programme, il nous a amené à se poser des questions sur les tendances de fond auxquelles l'informatique allait être confrontée, s'accorder sur des principes généraux comme par exemple le besoin d'intégrer l'IT dans la stratégie d'entreprise, mieux collaborer avec le business, comment profiter ou utiliser au maximum la montée en puissance de l'agile, du cloud, mieux travailler sous forme de partenariat. Donc ça, c'était le premier axe de travail. Cela nous a amené en deuxième axe de travail à définir aussi des compétences qui devaient évoluer au sein de l'organisation ou des compétences qu'on devait acquérir, des nouvelles types de nouveaux types de compétences. Et puis, on a choisi de s'engager ou d'engager l'organisation sur déjà l'agile et en particulier on parlait un petit peu en 2016, on parlait de multi-speed ou bimodal IT. Donc, on a engagé nos équipes sur cette première étape de l'agilité. Voilà. Donc là, c'était focus uniquement sur la DSI. Non, c'était Oui, toi et tes équipes. oui, c'était effectivement un focus sur la DSI et en fait très vite on s'est aperçu que il fallait qu'on travaille différemment avec le marketing notamment.
sur la création des offres. Et donc, on a entamé avec mon collègue du marketing une collaboration resserrée qu'on a inventée, qu'on a essayé de diffuser dans toute l'organisation. Donc, on parlait de MarkTech d'ailleurs, où l'idée c'était vraiment d'avoir des initiatives communes et une gestion de projet commune entre l'IT et le marketing. Et puis, on va dire au fur et à mesure des réflexions, moi j'ai pris conscience aussi que l'évolution que je souhaitais pour la DSI ne pouvait pas se faire sans embarquer le reste du business en fait dans une transformation globale. Donc le marketing, j'en ai parlé, mais aussi d'autres fonctions, y compris les ressources humaines pour le recrutement, l'onboarding, la rétention de nouveaux profils, le juridique pour comment on travaille différemment en mode agile avec des partenaires et avec des nouveaux types de partenaires comme des startups, ou même la finance en fait, puisque les logiques sont différentes entre une recherche de ROI permanent ou des projets qui sont lancés en mode agile. Donc Ok. voilà, donc vraiment on a positionné ça ensuite sur plutôt au niveau de l'entreprise et on a clairement mis en valeur ce besoin-là. Ok, mais avant, donc du coup, toi, tu veux transformer la DSI parce que bah, c'est ton équipe. Du coup, là, tu entames une réflexion et puis à un moment donné, quand tu as défini que tes équipes ont changé et qu'elles pouvaient travailler d'une autre manière, donc en mode agile, en pouvant tester les solutions, en pouvant se tromper en itérant, tu trouves un métier qui est le marketing, qui lui est aussi prêt à être dans cette dynamique-là. Est-ce que le Tout à marketing fait. avait déjà mis en place des méthodes agiles ou c'est toi qui les a aidés à le faire? Quel était le niveau de maturité du marketing qui a fait que du coup tu te dis ah oui, avec eux on peut bosser ensemble? Alors, à ce moment-là, en fait, le niveau de maturité de l'organisation en général et donc du marketing également, par rapport à l'agile et ces nouvelles façons de travailler est plutôt très faible. Donc, on démarre d'une page blanche en fait avec le marketing. On recrute les premiers profils un petit peu différents et en termes de chef de projet et on commence à travailler et à découvrir ces méthodes. Mais c'est plutôt en fait dans une étape suivante où on a en fait un changement de DG qui lui arrive avec une conscience assez forte qu'il faut transformer l'organisation, que vraiment on passe à la vitesse supérieure. Ok, donc je répète, mais c'est pour comme ça, être sûr que tout le monde comprenne. Toi, tu transformes ta DSI, tu trouves dans le marketing des gens qui sont motivés, donc vous commencez à travailler ensemble, mais sans forcément un cadre hyper rigoureux, mais vous savez que vous êtes en train de mettre en place les bases d'une organisation agile. Un changement de DG qui, lui, arrive juste après et qui est conscient de ces enjeux-là. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il met en place et qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, juste pour donner quelques éléments de contexte aussi, on est à un moment où en fait le business est assez impacté par l'arrivée de nouveaux disrupteurs hein, sur le marché, clairement. Euh, Si je fais un parallèle avec ce qui se passe en France, voilà, c'est les premières années où Swile aussi, où des opérateurs type Swile débarquent. Donc voilà, ça secoue le marché avec des offres très, très digitales. Euh, Nos produits et les produits qu'on met à destination de nos clients aussi datent. Donc il y a un besoin aussi de rendre beaucoup plus digital cette relation entre nos consommateurs et nos clients. Et puis, il y a une volonté aussi de repenser un peu notre organisation en interne par rapport à un meilleur équilibre entre le local et le global. Donc ça, c'est un petit peu le constat que fait le nouveau DG. Et en fait, la façon dont il décide d'avancer, c'est qu'il engage en fait une mission avec un gros cabinet dont je ne citerai pas le nom, mais une grosse machine pour réaliser un audit de démarrage et définir les priorités. Ok, donc là, réflexe, on va faire un audit de notre entreprise externe qui va interviewer, qui va essayer de comprendre pour nous faire des recommandations. Ok, c'est ça? Ça Oui, dure combien de temps? complètement. Ça dure à peu près quand même, je dirais, 3 mois. C'est à la fois long et à la fois court compte tenu du travail qui est effectué. Mais oui, c'est à peu près un travail de 3 mois. Ok. Et comment ça se passe? Comment toi tu vois les choses? Parce que eux, en fait, du coup, ils prennent le temps d'interviewer tout le monde. Mais toi, en tant que DSI ou les autres directions, quel temps vous avez et quel temps vous prenez pour faire cet audit-là aussi? Alors en fait, j'ai un point de vue, on va dire, un peu euh,
équilibré et balancé sur cette intervention. Je pense que l'avantage en fait d'avoir un tiers qui vient auditer, c'est quand même assez important parce que ça amène une capacité à aller chercher et à synthétiser de l'information clé, hein. Donc ça, c'est important et c'est plus facile à faire quand on vient de l'extérieur avec des ressources supplémentaires. Euh, Même si j'ai parlé de 3 mois, c'est quand même un diagnostic qui est fait assez rapidement, en tout cas pour les grandes lignes. Après, il y a du détail qui est recherché, mais le diagnostic est amené assez rapidement. Et puis, ça amène ce regard extérieur et critique qu'on vraiment n'aurait pas pu faire en interne. En revanche, je dirais que ça a été vécu quand même comme une espèce de rouleau compresseur, pas très inclusif dans le sens où l'audit a été fait en majorité en vase clos. Bien sûr, il y a eu des interactions avec l'organisation et ses représentants, mais finalement, ça a été assez peu à l'écoute des expériences passées. L'audit mettant aussi très rapidement le focus sur les actions à prendre et projetant en fait l'organisation vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, je dirais qu'il y a quand même certaines limites en termes d'engagement dans la façon de faire, hein, sur la forme, certaines limites en termes d'engagement par rapport au diagnostic et aux propositions. Mais du coup, pour être sûr de comprendre, donc un avis extérieur est indispensable parce que c'est un regard frais sur des choses qui peuvent des fois paraître normales et qui ne le sont pas forcément. Par contre, c'est quoi? C'est le temps que tu as pu y allouer ou d'autres personnes de l'organisation qui n'étaient pas assez importants et donc du coup, vous n'avez pas pu vous approprier vraiment la réflexion? Je pense que c'est plus au niveau de l'écoute dont on fait preuve en fait les auditeurs, hein, par rapport aux expériences passées, à la culture présente dans l'entreprise à ce moment-là. Et donc, ils sont allés assez vite sur de la remise en question au lieu d'essayer de comprendre d'où on venait et quel était le chemin qui était pris pour l'instant. Donc voilà, c'est surtout là-dessus. Après, je pense que tout un chacun a pu dédier le temps nécessaire pour Ok. comprendre les recommandations, les recommandations qui étaient faites. Oui. Ok, donc c'est plus le côté apporter les solutions avant d'être sûr et certain que l'audit soit entier Oui. sur Ouais, ouais. l'ensemble des thématiques RH, culturelles, techniques, Mhm. business, etc. Ok, très Tout à clair. fait. Ok, donc du coup, dans cet audit-là, donc qui dure 3 mois, qu'est-ce qui se passe après? Il y a un certain nombre de projets qui remontent. Comment ça se passe, la priorisation? Il y en a combien? Oui, en effet, il y a un certain nombre de projets qui sont remontés. Donc, ce sont des chantiers qui sont au nombre de 5. Donc, voilà, ça, c'est pas non plus une longue liste de choses à faire. Donc, c'est 5 chantiers. Je dirais qu'avec le recul, je pense que ces chantiers sont les bons, étaient les bons. Euh, la façon dont l'audit les présente est assez claire, les objectifs sont clairs. Et en fait, du coup, le plan de transformation qui est présenté devient la carte stratégique de l'entreprise. Donc ça, je trouve que c'est un élément assez intéressant parce que, en fait, du coup, toute l'organisation est focalisée à la réalisation de ce plan de transformation. Et ça va même assez loin puisque un grand nombre d'investissements qui étaient prévus par les équipes en local dans des entités de certains pays ou sur d'autres marchés sont même en fait mobilisés de façon à soutenir ce plan de transformation global. Donc ça, c'est un point qui, je trouve, est intéressant parce que ça devient vraiment le projet de l'entreprise. En revanche, il y a une question qui se pose quand même, c'est que le business au quotidien ne se résume pas complètement à conduire une transformation, même si c'est essentiel, il reste quand même un quotidien, un day-to-day à réaliser, des clients à satisfaire en local. Et bon, là, je dirais qu'avec le recul, on n'a probablement pas assez laissé de place en fait à cette gestion aussi du quotidien et à d'autres sujets un peu hors transformation. Donc voilà, c'est un peu le pendant de focaliser l'organisation complètement sur un plan de transformation. Il faut aussi un peu laisser de place à des projets qui peuvent être locaux et hors transformation. Ok, donc là, c'est juste l'enjeu d'avoir une bonne gestion de charge Oui, et de et, priorité. Mm. et de priorité. Mais du coup, dans les projets, donc c'est pas les projets, il y a eu 5 chantiers. Oui. Et ça, en fait, ça combien de projets qui ont été, parce que 5 chantiers, c'est une chose, mais c'est pas assez précis. Donc, il y a bien eu un nombre de projets. Et comment ces projets-là sont priorisés?
Alors en fait, les projets associés à ces chantiers sont pas excessivement nombreux, donc chaque chantier doit probablement, si mes souvenirs sont bons, se décliner en deux, trois projets. Donc Ok. ça reste tout à fait acceptable. Je dirais que les projets étaient plutôt bien priorisés. Là où par contre, ça a été plus compliqué, c'est dans l'exécution de la priorisation, qui s'est pas tout à fait produite en fait. Et je prendrai un exemple, c'est que quand on a choisi par exemple de développer des solutions globales, qui était un projet en particulier, on a au lieu de vraiment se focaliser sur l'essentiel, on a considéré, on est parti du postulat de base que ces nouvelles solutions devaient embarquer l'ensemble des fonctionnalités qui existaient, donc une espèce de liste complète de ce qui pouvait exister partout dans le monde sur ce type de produit. Et du coup, nos MVP se sont pas tout à fait traduits en minimum viable product, mais plutôt sur des maximum vital product. Et donc ça a été assez compliqué. Donc c'est plutôt dans la priorisation, je vais dire, de la mise en œuvre que ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est probablement là où ça a pêché et où on a rencontré le plus de difficultés. Ok, donc en fait, l'audit se passe plutôt bien. On trouve les problématiques, mais où peut-être que, on va dire, on trouve les chantiers, mais on aurait peut-être pu être un peu plus sensible sur certains points culturels ou aux problématiques internes. Oui. Et ensuite, les projets sont bien priorisés. Et dans l'exécution des projets, là, c'est la capacité à l'exécuter et à trancher dans cette exécution-là pour pouvoir délivrer la valeur promise. C'est là où ça pêche. Oui, exactement. Et puis il y a également un sujet de gouvernance en fait, c'est que cette transformation en fait, elle est confiée à une organisation parallèle à l'organisation de l'entreprise. Ça, c'est un point important à comprendre. C'est comme le DG en fait connaît pas trop les équipes en place et c'est aussi la recommandation du consultant, du cabinet de conseil. Euh, donc, c'est une organisation parallèle qui se met en place pour gérer la transformation. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que on va chercher les meilleurs dans des fonctions existantes, des départements existants ou même des pays, et on les place dans une organisation parallèle qui prend en main la réalisation des 5 chantiers. Voilà. Donc ça, c'est assez particulier comme organisation, mais ça a été vraiment vu comme un accélérateur. Avec le recul, je pense que c'était nécessaire d'accélérer, mais très vite ou beaucoup plus vite, on aurait dû réintégrer, je pense, cette organisation-là dans l'organisation de l'entreprise. Et puis à la tête de ces patrons de chantier, puisqu'il y a des patrons de chantier qui sont nommés, il y a un patron de la transformation qui est nommé et qui lui est chargé de coordonner en fait toute la mise en œuvre de la transformation. Donc, le comité de direction de la transformation n'est pas le comité de direction de l'entreprise. Alors, c'est le même parce qu'en fait, chaque chef de chantier, chaque patron de chantier est associé à un sponsor qui est du COMEX. Donc, quelque part, il y a bien un lien entre le COMEX de l'entreprise et l'équipe de la transformation. Voilà. Ok, Ça c'est un point il y a un important. lien, mais c'est pas les mêmes personnes. Mais c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les Ok. mêmes personnes. La personne qui fait vivre, on va dire, ce comité de direction de transformation, c'est le responsable de la transformation. Voilà, c'est un directeur de la transformation qui est nommé, qui était un opérationnel à la base. Ça, je pense que c'est une bonne chose, qui était un DG de pays. Donc ça, c'est, je pense, un bon point pour aussi embarquer l'ensemble de l'organisation dans la transformation. Mais en fait, très vite, on voit qu'il se cantonne à ce rôle de coordination et surtout, en fait, je dirais qu'un l'un des écueils qu'on a eu, c'est qu'il n'avait pas, et pas forcément le recul ou le pouvoir suffisant pour pouvoir prendre des décisions ou pour revenir sur ton point sur des priorités ou valider des priorités ou tout simplement faire respecter des priorités. Donc là, on est sur une problématique vraiment en fait, au final, si on prend sur l'échelle d'un projet agile de product owner, c'est-à-dire tu es responsable des choix que tu fais. Oui, alors c'est intéressant cette notion de product owner, puisque notamment dans la nouvelle organisation qui est mise en place pour exécuter cette transformation,
on crée des postes de product owner et comme je te disais tout à l'heure, on est allé chercher des gens qui étaient pas du tout habitués à travailler en mode agile et on les a d'un seul coup balancés sur des postes de product owner. Ils ont découvert ce rôle en même temps que ils devaient exécuter des choses et délivrer des choses. Donc ça a été une partie un petit peu compliquée. Ouais. Mais du coup, dans les deux enjeux ou problématiques que tu veux faire monter, qui sont la définition d'un vrai MVP et pas d'un maximum valuable product, comme tu le dis, et dans trancher les priorisations entre projets, c'est vraiment cette capacité de donner la responsabilité aux gens de trancher. Oui. Oui, en effet. Et ça a été un sujet, je dirais, un peu compliqué quand même. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'empowerment des patrons de chantier, leur délégation de pouvoir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est aussi dû parce qu'en fait, cette organisation était parallèle à l'organisation existante. Donc, toi, par exemple, donc moi, j'étais DSI de l'organisation, mais en même temps, j'étais sponsor de chantier informatique, on va dire, dans la transformation, où il y avait un patron qui était en charge de la transformation IT, avec qui je travaillais. Mais du coup, voilà, ça Qui crée des décide? situations assez compliquées. Ouais. Après, le truc, c'est ça, c'est que c'est qui décide, quand il faut décider vite, qu'il y a vraiment des responsabilités. Là, tout le monde se couvre un peu au final, puisque c'est pas clairement identifié. Oui, et puis on tombe sur des gens de la transformation qui ont envie de faire avancer, mais qui n'ont pas tout à fait le pouvoir nécessaire pour le faire. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a été assez préjudiciable et sur lequel on a aussi appris en faisant, hein, parce que quand on se lance dans des transformations, difficile de prévoir l'ensemble des composants de cette transformation. Non, mais clairement, là, l'enjeu, c'est de faire remonter des apprentissages et des enseignements qui sont liés de l'expérience et qui sont pas forcément liés euh, de récits dans des livres, pour dire, OK, en fait, il y a des points clés qui, s'ils sont pas là, peuvent mettre en péril l'exécution, tout Oui, simplement. exactement. Mhm. OK. Au niveau humain RH, donc bon, quand les projets se lancent, comment après les équipes sont impliquées? Parce que, ben, comme tu le disais très bien, elles ont encore un day-to-day qui peut être lourd, qui peut être variant. Et donc, du coup, comment vous arrivez à à faire en sorte qu'ils soient investis sur le long terme et qu'ils aient ben, le temps nécessaire pour avancer, faire avancer ces projets? Alors là, je dirais qu'il n'y a pas une seule réponse à ta question, dans le sens où, du fait en fait de cette organisation parallèle pour accélérer la transformation, on se retrouve en fait avec une organisation qui vit un peu à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a des équipes engagées dans la transformation qui, elles, vivent leurs projets, leurs initiatives à une certaine vitesse, avec certains modes de travail. Et de l'autre côté, on a le reste de l'organisation dont certains sont impliqués dans la transformation, mais pas tous. Et effectivement, on a une espèce de deux silos qui se créent dans l'organisation entre des gens qui accélèrent en mode agile et des gens qui restent un peu sur un mode traditionnel, peu ou pas beaucoup impactés, on va dire en première instance, sur la transformation. Ça, c'est quelque chose qui a été assez compliqué à gérer. Et je dirais, c'est toujours des points de questionnement pour moi. Je prends souvent ces exemples-là, mais je pense qu'au niveau, par exemple, de fonctions comme les ressources humaines, comme la finance, le juridique, on n'est pas allé assez loin dans l'engagement de ces équipes-là dans le cadre de la transformation parce que on s'est focalisé un peu plus sur une dimension peut-être IT, offre, marketing, vente et beaucoup moins sur des fonctions régaliennes. Donc ça a été un peu préjudiciable. Pourtant, tu Après, vois, c'est des erreurs que, excusez-moi, je t'ai coupé, mais c'est pour te faire rebondir sur ça. C'est une typologie d'erreur qu'on connaît, c'est-à-dire quand un commercial, tu veux tester une nouvelle offre pour lui faire vendre, si tu mets pas dans son variable un nouvel indicateur pour qu'il puisse tester cette offre-là, tout ce qu'il fait par rapport à cette offre-là lui est préjudiciable dans le sens où il a moins de temps pour exécuter sa mission. Donc, j'ai du mal à voir ou à comprendre la capacité sur le long terme d'impliquer des collaborateurs qui n'ont pas une modification de leur fiche de poste, même si c'est que sur 6 mois ou un an, mais qui est reconnu comme tel avec une proportion de temps à passer dessus.
Alors ça a été fait, je vais dire, pour tous ceux qui étaient impliqués dans la transformation. Oui, Et ça, les personnes qui étaient en voilà, responsabilité, mais pas ceux tout à qui fait. étaient dans les équipes qui devaient passer du temps pour faire en sorte que vous puissiez travailler. Exactement. En fait, après, il y a une espèce de threshold qu'il faut définir en disant quel est le pourcentage de temps que tu passes sur la transformation et qui nécessite du coup ou de facto une adaptation de ta fiche de poste. Ça, c'est des discussions un peu sans fin. Où est-ce que tu mets la limite? Donc, je dirais, ma première réponse, c'est plutôt, je dirais, vers des personnes qui étaient peu impliquées ou pas impliquées dans la transformation. Donc ça, je dirais, il y a eu cette problématique-là. Sur les personnes qui, elles, étaient clairement impliquées dans la transformation, soit à 100%, soit à des degrés moindres, mais assez significativement, là, il y a eu je dirais une certaine une capacité d'engagement assez forte, surtout au démarrage, puisque avec cette organisation parallèle qui se crée, et quand on dit qu'on va chercher les meilleurs, forcément, c'est quand même valorisant de faire partie de cette trajectoire ou de ce projet. Sur le long terme, je dirais, ce qui a été compliqué, et je reviens sur la question de la délégation, de l'empowerment et de la capacité qui a été donnée ou la possibilité qui a été donnée à ces personnes de vraiment pouvoir exécuter leur priorisation, leur projet. Là, par contre, ça s'est un peu essoufflé parce que justement, on n'a pas su bien adresser, je pense, ce sujet-là. Et puis, je dirais, il y a eu aussi certains écueils. Je pense que c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde d'un coup de baguette magique, de se dire je vais aller travailler tout de suite dans une équipe en mode agile, je vais m'inventer Scrum Master ou Product Owner et d'un seul coup changer complètement la façon de faire. Donc il y a forcément un travail aussi d'acculturation et ce travail d'acculturation, on va dire, il a aussi eu des impacts sur l'engagement. Soit ça a été très motivant et les gens ont vite pris le pli, soit ça a été assez compliqué en fait et là on a eu des problèmes plus d'engagement. OK. Et des façons, donc en dehors du côté, on va dire, organisationnel et carré d'une modification de fiche de poste, il y a aussi l'horizon, le pourquoi la transformation est nécessaire et où les gens se projettent. Est-ce que ça, c'est un point qui a été fait au tout début, un milieu, un fin? Comment vous y êtes pris pour définir le nouveau Sodexo que vous voudrez arriver à faire grâce à cette transformation-là? Est-ce que c'était compris? Est-ce que vous avez utilisé des vidéos? Est-ce que c'est le patron qui parlait? Est-ce que vous faisiez parler les collaborateurs? Comment vous y êtes pris? Alors en fait, dans cette démarche, c'est un point important parce que il est crucial dans l'engagement de toute une organisation et des hommes et des femmes de l'organisation dans ces plans de transformation. Mais je dirais qu'il a démarré par tu sais, ce qu'on appelle toujours la burning platform, donc le sentiment d'urgence. Et ça a été bien fait par le COMEX, par la direction générale, le directeur général, l'ensemble de l'organisation. Je pense que la burning platform a bien été positionnée par rapport au marché, aux tendances, etc. Le besoin d'aller vite pour faire une transformation et le besoin de rattraper son retard, tout ça a été bien positionné. Là où par contre ça a été plus compliqué et, et, euh, et, euh, et le focus en fait sur la transformation et l'exécution de la transformation l'a un peu occulté, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie réflexion sur quel est le visage qu'on veut donner à l'organisation, quelle est la mission qu'on veut donner à l'organisation après ou avec cette transformation en fait. Donc se projeter à plusieurs années, hein, c'est toujours très difficile de se projeter au-delà de 3 ans, même des fois on voit bien là en ce moment au-delà d'un an. Mais voilà, si on fait cet effort de se projeter, quel visage on veut donner à l'entreprise grâce à cette transformation-là. Et en fait, on a, je pense, trop appuyé sur la burning platform en disant il faut qu'on rattrape notre retard par rapport à des concurrents et il faut qu'on soit compétitif par rapport à des disrupteurs pour éviter de se faire tailler des croupières sur la part de marché. Et on n'a pas fait ce travail de vision ou de mission, on va dire, vision ou de vision ultime pour l'organisation qui est nécessaire pour engager durablement les collaborateurs. Parce qu'on peut engager très vite des collaborateurs sur le sentiment d'urgence. Maintenant, ça s'essouffle assez vite, en fait, parce qu'on ne résout pas tous les problèmes en 6 mois, ni même un an. Ça dure un petit peu quand même. Et donc pour les tenir engagés, il faut bien se raccrocher en permanence à quelque chose qui est supérieur au sentiment d'urgence ou supérieur à quelque chose qui dit juste on veut rattraper notre retard, quoi. Et ça, par contre, c'est un travail
qui a été fait un petit peu après, mais pour moi pas assez en profondeur et qui a un peu manqué comme source d'engagement en fait des collaborateurs ou de l'organisation dans son entièreté. Ok, très bien. Et du coup, avec tout ce que tu as vu, appris, comment tu définirais ce bilan de transformation? Alors le bilan, il est alors, comme dans tout bilan, il y a du plus et il y a du moins bien. Voilà, je dirais que je pense que c'était nécessaire pour l'organisation de se focaliser sur des problématiques de transformation et d'accélérer sur tout ce qui est numérique et digital. Donc ça a été vraiment l'un des premiers enseignements et c'est très très positif. Ensuite, ça a été aussi un accélérateur de de la mise en œuvre de l'agilité dans l'entreprise. Ça aussi, on a eu beaucoup d'efforts là-dessus sur l'acculturation, sur les explications par rapport à l'agile, les avantages de l'agile, etc. Donc, on a fait des grands progrès par rapport à cette notion. Et puis, on est allé aussi beaucoup plus rapidement sur on va dire des notions modernes de l'IT aujourd'hui, c'est-à-dire le focus sur l'architecture d'entreprise, le cloud, le digital, l'agilité, etc. Donc ça a été quand même assez positif. On a gagné pas mal de temps là-dessus. Après, je dirais que par rapport à l'ambition qui s'était fixée, on a probablement pas atteint tout ce qu'on voulait atteindre et notamment on a fait face à des difficultés aussi de l'organisation, des organisations un peu complexes où tu as une part du local qui est importante avec des régions qui ont aussi un poids aussi pour représenter les entités locales et le global. Donc voilà, on a eu beaucoup de difficultés à naviguer dans cette organisation-là et les côtés un peu plus, on va dire, décisionnels et politiques de l'organisation. Donc, si je devais un petit peu mettre en lumière les points sur lesquels je peux faire profiter mon expérience et dire on aurait dû faire peut-être un peu différemment. Donc, je l'ai un peu cité tout à l'heure, c'est le pouvoir de décision, l'empowerment qui est donné aux équipes de la transformation, et puis le profil du directeur de la transformation qui doit être capable justement de porter ses décisions, porter les priorités, les faire exécuter et pas être trop dans le consensus. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Ensuite, le deuxième point sur lequel je pense on aurait dû travailler différemment, c'est sur justement le suivi de l'exécution du plan de la transformation. Ça s'est vite révélé assez complexe en fait parce que les chantiers étaient liés les uns aux autres. Et donc, on avait des problèmes de gestion des ressources aussi par rapport à des ambitions en termes de temps. Donc, en fait, ce suivi, on va dire, très opérationnel de l'exécution, c'est vite complexifié et les équipes ont passé trop de temps à faire du reporting. Donc là, on a manqué d'outils de suivi de l'exécution pour vraiment se focaliser sur l'exécution et l'impact en fait de ce qu'on cherchait à faire. Le troisième point que je voudrais mentionner, c'est que dans toutes ces problématiques euh, et dans toute transformation, on le dit bien, finalement, ce qui est important, c'est le focus le regard qu'on porte sur le client, ses attentes, le consommateur. Et finalement, dans toute notre expérience, je dirais que les attentes du client et du consommateur n'ont pas été assez présentes. Donc ça, c'est aussi un enseignement important, c'est qu'il faut rester bien connecté au business local, au client local, ou là où il se trouve, et à ses attentes. Voilà. Un autre point, je pense, qui est aussi qui aurait mérité qu'on s'y attache plus, c'est probablement faire preuve de plus d'empathie par rapport aux collaborateurs, par rapport à l'organisation actuelle, par rapport euh, potentiellement aussi aux attentes clients-consommateurs. Mais voilà, d'être beaucoup plus à l'écoute en fait, et moins d'être dans une recherche d'exécution à tout prix, mais de vraiment être au cœur des attentes et bien comprendre aussi les freins, les attentes de tout un chacun dans ce plan de transformation. Et ça, c'était essentiel aussi pour engager les équipes. Et puis je terminerai par le point sur la vision. On en a parlé, tu as posé la question spécifiquement, mais voilà, il faut vraiment que une transformation, pour qu'elle soit engageante, il faut qu'elle fasse rêver.
Et pour faire rêver, voilà, il faut faut créer une dimension différente et être beaucoup plus inspirant. Ok, bah écoute, ça me paraît hyper synthétique et hyper précis. Merci pour ton temps, Patrick. C'est vraiment top que tu aies pu prendre ce temps-là avec nous et aussi d'avoir pu parler avec toute cette transparence. Je suis sûr que nos auditeurs en profiteront. Merci à toi. Merci Bertrand, à bientôt. Et merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Patrick. C'était super intéressant pour moi de comprendre de l'intérieur quelqu'un qui a vécu cette transformation. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à noter ce podcast sur les plateformes Apple, Google ou Spotify. Et bien sûr, vous le savez, partager notre podcast sur LinkedIn nous aide énormément pour rencontrer de nouveaux DSI. Merci à tous. Allez, ciao.